proposer donc la correction de l'exercice numéro 5 sur les quotients de réaction. Donc on doit donc exprimer les QR pour les 4 réactions proposées. Pour la première, donc à savoir que lorsqu'on écrit le quotient de réaction, donc c'est un nombre rationnel, c'est la multiplication des concentrations des produits sur la concentration des réactifs. Si on prend dans notre premier cas, on a donc du CH3COO2-, à que, ça tombe bien, puissance 1, puisque devant il y a un coefficient stoichiométrique qui vaut 1. On va le multiplier par l'autre espèce ionique présente, H3O+. Donc pareil, coefficient 1, puisque devant il y a un coefficient stoichiométrique de 1. Une fois qu'on a utilisé tous les produits, on passe aux réactifs. Donc les réactifs, on est sur la concentration de CH3CO2H, milieu aqueux, devant il y a un 1. Et on doit multiplier par l'eau. Mais l'eau ici, il est état liquide, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eau est le solvant. Comme c'est le solvant, on lui marque fois 1 pour C0 qui est de concentration donc 1 mol par litre, égale 1 mol litre moins 1. Et puis surtout, comme c'est le solvant, ça vaut 1. C'est surtout la raison. On passe à la réaction 2. Donc dans la réaction 2, le QR devrait faire état normalement de la concentration des Cu2+, que multiplie donc Ag. Mais Ag est à l'état solide. Là aussi, comme c'est un état solide, on va marquer fois 1. Même s'il est élevé au carré par la suite, on peut le mettre pour se conforter après avec les unités pour voir si on ne sait pas oublier quelque chose, mais c'est bien 1 au carré. On passe au côté des produits, donc on aurait Cu, état solide, comme il est à l'état solide, même raison, c'est le nombre 1 qui va prédominer, que multiplie donc ensuite Ag+. Mais Ag+, ça sera donc à la puissance 2, puisque devant il y a un coefficient stoichiométrique qui vaut 2. Si on regarde bien, donc on a 1, 2, 3 en puissance, 1, 2, 3, donc au moins notre quotient de réaction est équilibré d'un point de vue de ses unités. C'est pour ça que le 1 de tout à l'heure sur l'argent, on pouvait lui mettre le carré pour s'assurer de l'équilibre des unités. Réaction C, si on a bien compris, donc lorsqu'on va arriver sur le QR, là c'est de l'eau pour seul, donc ça vaut 1. Donc on a la concentration de HO- que multiplie la concentration des H3O+. La dernière, eh bien finalement c'est la réaction en sens inverse. Alors on va le mettre juste à côté. Et donc le QR de celle-ci, ce sera donc HO-, concentration des H3O+. Et puis, alors si on veut se conforter, on peut marquer division par 1 au carré. Et tout à l'heure, effectivement, j'ai oublié le carré, pardon, du fait qu'il y avait le coefficient stoichiométrique 2 juste devant. Exercice numéro 11 sur le calcul d'un quotient de réaction. Donc, dans l'énoncé, on fait une réaction entre des ions iodures avec des ions peroxydisulfate, S2O3 2-. Bon, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est les I- qui vont réagir avec les S2O8 2-. On a donc un volume de 100 ml d'une solution de peroxydisulfate et on connaît aussi sa concentration. Puis on a aussi le volume de iodure de potassium et sa concentration C2. Donc établir l'équation de réaction. Alors on donne ici tout en bas les couples d'oxydoréduction. Premièrement, eh bien, on va écrire les demi-équations électroniques qui vont lier les deux couples. I2, j'ai besoin d'abord d'équilibrer le nombre d'atomes de I, donc là ici je vais rajouter 1, 2. Comme on a donc deux moins qui apparaissent et que je n'ai plus des éléments à combler de l'autre côté, eh bien il faut donc équilibrer les éléments avec les électrons, c'est-à-dire avec 2 électrons. Comme ça, 0 plus 2 moins, 2 moins, 2 moins. On a équilibré les charges et aussi le nombre d'atomes, donc on a la conservation de la matière. On fait la même chose avec le deuxième couple, S2, O8, 2-, qui va se transformer en ion sulfate. J'ai besoin de 2 soufres, donc je vais rajouter un 2 devant le SO4, ce qui va multiplier aussi par contre l'oxygène, donc on sera 2 x 4, 8. Ce qui tombe bien dans mon cas, puisque j'ai besoin donc de 8 oxygènes. Maintenant, ça porte les charges à 2 fois 2-, donc à 4-. Je n'en ai que 2 pour l'instant, donc le seul moyen d'équilibrer cette réaction, c'est d'ajouter 2 électrons à la solution de l'équation électronique. On demande donc d'établir, nous, l'équation. Eh bien, l'équation, donc, c'est-à-dire donc, de prendre les réactifs entre eux. Premier réactif, et le second réactif, c'est le I-. Donc, c'est-à-dire que la première équation, on va devoir la multiplier par -1. Donc, on va la retourner, simplement. Et on va donc écrire que S2O8 2-
plus 2 électrons vont se retrouver en équilibre avec 2SO4 de moins. 2I- sera en équilibre avec I2 plus les 2 électrons. On joue pour les deux demi-équations le même nombre d'électrons, ce qui se simplifie, et on va pouvoir, dans l'addition membre à membre, retrouver que S2O8 de moins plus 2I- donne I2 plus 2SO4 de moins. Alors tout ça en milieu aqueux, bien sûr, pour les espèces. Exprimer le quotient de réaction. Le QR, c'est le produit en concentration des espèces produites, moyennant leur coefficient stoichiométrique associé, donc là ici élevé au carré pour le sulfate, sur le produit des concentrations des espèces de réactifs, moyennant elles aussi leur valeur au carré, puisque j'ai un 2 pour I-. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en termes de puissance, je suis équilibré, mon quotient n'a pas d'unité, j'ai donc bien rempli correctement l'expression du quotient. On demande alors de calculer la valeur à l'état initial. À l'état initial, la seule chose à voir, c'est que donc, nous n'avons pas de produit. C'est-à-dire que le I2 vaut 0 et SO4 de moins vaut 0. Donc le QR à l'état initial est égal à 0. La constante d'équilibre de cette réaction est égale à K 2 10 puissance 46. Conclure quant au caractère total. On sait que dès qu'une puissance de quotient de réaction, de constante d'équilibre, est supérieure à 10 puissance 6, on sait que la réaction est dite totale. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'état d'équilibre, tous les réactifs vont devenir des produits. Et bien, comme on a ce critère qui est vérifié, effectivement, on a une réaction totale. Alors, on propose donc de faire le calcul, donc l'exercice 12, de la constante d'équilibre de l'acide ascorbique, C6H8O6, qu'on appelle aussi la vitamine C. On propose donc la réaction chimique avec les valeurs des concentrations obtenues à l'équilibre. Donc, on demande d'exprimer la constante d'équilibre. Donc, ce qu'on appelle K, c'est comme si on écrivait le QR lorsque la réaction s'est arrêtée sur la valeur de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a produit des C6 H7O6 de moins, milieu aqueux. On a produit des H3O+. Et ici, donc, on n'a que des puissances 1, puisqu'on a donc des coefficients stoichiométriques qui valent 1. On a donc utilisé de l'acide ascorbique. Et on a multiplié par l'eau. Alors l'eau, c'est le solvant, ça vaut 1. Coefficient stoichiométrique 1, pas de problème. La réaction n'évolue plus, donc on a bien atteint la valeur K, ce qui amène à dire que cette valeur, en moyennant donc les valeurs, on a 3,1 10 puissance moins 3, qui multiplie donc les 6,7 10 puissance moins 3. On le divise par les 2,6 10 puissance moins 1, qui multiplie 1. Et si on travaille bien, on obtient une valeur qui vaut 7,99, somme toute on pourra arrondir à 8 après notre valeur, 10 puissance moins 5. Donc on est très loin d'une réaction totale, donc effectivement on a bien une réaction donc, à l'équilibre. Donc exercice 7, sur le vélo électrique avec des toutes petites questions pour faire des tout petits calculs. Une batterie de vélo à assistance électrique a une capacité de 4 ampères heure, et sur le plat la batterie débite 0,5 ampères et en montée 3 ampères. Déterminer la durée de fonctionnement. Eh bien ici, on peut s'apercevoir que si on a donc des 4 ampères heure, on a l'information temporelle, que nos intensités qui nous sont données sont bien en ampères, donc on n'a pas de conversion d'unité à faire. Moyennant donc ampères et ampères et ampères heure, on sait très bien que pour la première question, si on prenait des 4 ampères heure et qu'on les divisait par les 0,5, on récupère donc uniquement une base de temps, donc on aurait 4 divisé par 1,5, et du coup on obtient 8 heures en termes de résultat, puisqu'ici on avait des ampères heure et que là on avait des ampères. Question 2, donc de calculer la durée de fonctionnement de l'assistance pour une route exclusivement en pente ascendante. On sait que dans une pente, ça fait du 3 ampères. Eh bien, si on récupère donc les 4 ampères heure divisé par 3, du coup on se retrouve avec une valeur qui vaut donc 1,3
33 heures. Exercice 18 sur pile, cuivre et plomb. La borne d'entrée d'un voltmètre est reliée donc à la lame de cuivre et la borne COM à la lame de plomb. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'identifier qu'ici sur le voltmètre, on a donc le COM et là c'est le V. Donc borne d'entrée qui est la partie, donc la borne plus et le COM la borne moins de sortie. Dans la première question, on demande de déterminer le sens du courant. Puisqu'on sait que les électrons ici sont descendants, c'est-à-dire que le courant, lui, va être montant. Car le courant est en sens inverse du déplacement des électrons. Ce qui correspond également avec l'information du sujet, puisque si là j'ai la borne V, c'est-à-dire que je suis à la borne plus, et que ici nous avons la borne moins de notre pile. Identifiez alors qui est l'anode et qui est la cathode. Eh bien, ici on se retrouve sur la cathode. Moyen de retenir ce qu'on peut dire que le T, ce soit le plus. Et ici, on a l'anode. Donc à l'aide du schéma, écrire les demi-équations électroniques, eh bien, c'est-à-dire que si on sait qu'à la cathode, il y a lieu, donc on doit avoir une réduction. Donc le Cu2+, gagnera des électrons et on récupérera du Cu, à l'état solide. Et que donc, à la partie d'anode, on a une oxydation. Et donc que le plomb, à l'état solide, va devenir donc Pb2+, Aq, plus 2 électrons. C'est-à-dire qu'on va venir désagréger la plaque de plomb. Et en déduire l'équation du fonctionnement, si on fait bien donc ici que j'ai une réduction, là que j'ai fait une oxydation, et bien donc on a une oxydoréduction avec un même échange d'électrons. Donc on a bien Cu de plus Pb qui donne Cu plus Pb de plus. Solide, solide, aqueux et aqueux. Donc on corrige le 34 sur la pile nickel-cadmium. Donc on considère une pile de nickel-cadmium constituée de deux demi-piles reliées entre elles par un pont salin et qui met en jeu donc les couples Ni de plus Ni, Cd de plus Cd où chaque métal est à l'état solide. Chaque demi-pile contient 20 ml d'électrolyte. Pour précision, donc l'électrolyte, c'est-à-dire ce sont les solutions ioniques. Donc on propose l'équation suivante. Cd2 plus Ni donnerait Cd plus Ni de plus. Calculez le quotient de réaction QRI, c'est-à-dire le quotient de réaction à l'état initial. À l'état initial, même si on est à l'état final, le quotient de réaction, c'est toujours la multiplication des concentrations de produits divisé par la multiplication des concentrations de réactifs. Donc on a donc Ni de plus, état aqueux. L'état solide pour le cadmium ne présente pas de concentration, l'activité vaut 1. Et on passe maintenant au côté des réactifs puisqu'on a épuisé les produits. On a donc la concentration de Cd de plus, à l'état aqueux, multiplié par Ni et l'état solide aussi, donc c'est-à-dire la vaut 1. À l'état initial, à l'état initial, quelles sont les concentrations mises en jeu, c'est-à-dire les valeurs 0 de chaque espèce chimique? On les a prises toutes les deux à 0,10 mol litre moins 1. Donc, on aurait donc 0,10 divisé par 0,10. Donc, on a un quotient qui vaut 1. Deuxième question. En déduire le sens d'évolution spontanée du système. Notre QRI est égal à 1. On doit le comparer à la constante d'équilibre, K, définie, qui vaut 2,2 10 puissance moins 6. Constante d'équilibre, ça signifie qu'à cette valeur-là, le système n'évolue plus, on a atteint donc l'équilibre, il n'y a plus d'évolution. Nous, on est à valeur de 1 par rapport à 2,2 10 moins 2, on est largement supérieur. Comme on est largement supérieur, le système est en sens indirect. Autrement dit, le sens indirect, c'est le sens où on va demander au système de passer de Cd Ni de plus à Cd de plus Ni. On va lui demander d'aller en sens inverse de leur équation qui est écrite. Indiquez alors la polarité des électrodes de nickel et de cadmium. Donc on va chercher ce qu'on appelle la cathode, celle qui aura la borne plus. On va chercher l'anode, celle qui aura la borne moins. Donc à la cathode, on fait la réduction, c'est-à-dire l'espèce qui passe de son côté oxydant vers son côté réducteur.
oxydant Ni2+, vers un réducteur Ni. Donc, comme on a donc ici la réduction, on a aussi donc Cd qui lui passe en côté oxydation, donc Cd2+. Donc l'anode, c'est le lieu où on fait donc de l'oxydation, donc l'anode, c'est Cd. La cathode, celle qui est le siège de la réduction, c'est donc Ni. Préciser le rôle du pont salin. Eh bien, le pont salin permet donc le passage des porteurs de charge lorsque je fais apparaître des cations, eh bien, les anions présents dans le pont salin descendent. Et lorsque j'ai appauvri en cations, il fait descendre des cations de sa constitution dans le milieu, afin donc aussi d'assurer l'électroneutralité. Donc il assure également l'électroneutralité. Tentons de corriger l'exercice 38 sur la pile à combustible à hydrogène. Donc une pile à combustible, qu'on appelle une PAC, donc génère de l'électricité à partir de l'oxydation du dihydrogène et de la réduction du dioxygène O2. C'est une pile particulière qui produit de l'eau. On a les couples d'oxydoréduction qui nous sont donnés en bas. Écrire les demi-équations. Pour ce qui est des demi-équations, donc on sait que le dihydrogène subit une oxydation. Donc, s'il subit l'oxydation, il doit donc partir de sa forme réducteur pour arriver à l'oxydant plus un échange d'électrons. On a donc H2 qui donne donc H+. Et maintenant, on va donc équilibrer l'espèce. J'ai 2H pour 2H. Donc, il me faut un coefficient stoichiométrique numéro 2. 0 porteur de charge. Et là, maintenant, j'ai 2+. Le seul moyen de compenser les 2+, c'est donc d'avoir 2 électrons. On a la réduction du dioxygène. Donc, O2 subit une réduction. Donc, on va aller de l'oxydant plus moyennant des électrons vers un réducteur. Donc, l'oxygène sera côté oxydant, vu qu'il est réduit. Donc, l'oxygène va donner H2O. On a besoin donc de 2 oxygènes. J'ai donc un coefficient stoichiométrique 2 à ajouter. Comme j'ai ajouté 2, j'ai donc 2 fois 2, 4H maintenant mis en jeu. Je dois compenser ces 4H, et le seul moyen de compenser les 4H, c'est d'apporter 4H plus dans le milieu. Autrement dit, c'est de l'acidité. Je n'ai aucun porteur de charge, aucun porteur, et là j'ai 4 plus. Donc 4 plus devrait me donner 0 à la fin, donc il me manque 4 électrons à la fin qui sont joués ici. Montrer que l'équation de la réaction est la suivante. 2H2, O2, gaz liquide. Alors effectivement, on oublie d'écrire précédemment que ça c'est à l'état gazeux. Les H+ qui sont là sont à l'état aqueux. Et que ça c'est à l'état liquide. Pour qu'une réaction ait lieu, il faut que les deux couples mis en jeu échangent le même nombre d'électrons. Alors on va travailler sur ce qu'on a déjà écrit. La précédente met en jeu 2 électrons et la suivante en met en jeu 4. Ce qui veut dire que la première doit jouer 2 fois plus d'électrons que précédemment. Écrite ainsi, on a déjà donc presque l'addition membre à membre. On aurait donc 2H2 à l'état gazeux qui joue pour 4H+, à l'état aqueux, plus 4 électrons. On a O2 plus 4H+, plus 4 électrons qui vont jouer 2H2O à l'état liquide. Et lui, c'est l'état gazeux. On fait l'addition membre à membre par rapport à l'équation donc totale ou d'égalité. 4 électrons pour 4 électrons. Donc ça ici, 4 à gauche, 4 à droite, ça s'annule. J'observe aussi que j'ai 4H+ à gauche, 4H+ à droite. Donc ça va s'annuler. Et donc mon équation de fin, c'est de dire que 2H2 gaz plus O2 gaz va donner 2H2O liquide. Du platine est inséré entre les deux électrodes afin de jouer le rôle de catalyseur. Le catalyseur, il a pour seul but d'accélérer la vitesse de réaction, il accélère la cinétique. Donc il accélère
la cinétique. Donc il accélère la vitesse de réaction. L'avantage du catalyseur aussi, c'est qu'à chaque fois, ce catalyseur, il est consommé, puis régénéré. Autrement dit, ce catalyseur, il ne voit pas du tout sa concentration, sa quantité évoluer pendant la réaction, puisqu'il est consommé et reproduit à l'identique. Une cellule élémentaire fonctionne donc pendant pendant une durée donc d'état T de 192 heures. Débite un courant I d'intensité 300 ampères. En utilisant les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes, calculez la quantité de matière de chacun des gaz réactifs nécessaires au fonctionnement d'une cellule élémentaire. L'idée, c'est donc de calculer une quantité de matière. On cherche donc une quantité N, moyennant l'information d'un courant I et de delta T. Le moyen, c'est de remonter donc à l'intensité I, d'avoir la charge de totale échangée par rapport à la durée delta T émise. Ça, c'est la formule qui va nous être nécessaire. En sachant que le Q, la charge élémentaire, serait donc N, F, la constante de Faraday. Ainsi donc, quand j'ai besoin donc de l'intensité, j'aurai donc NF delta T. On cherche l'information de la quantité de matière N, donc I delta T, sur F. Puisqu'on a donc les informations, on peut donc calculer la quantité de matière. Ce qui donne, avec application numérique, une quantité de matière petit n qui vaudrait donc 0,6 mol.